pour chaque tâche à accomplir, pour n'importe quelle action de notre vie quotidienne, scolaire, professionnelle, intellectuelle ou non, nous créons un nouvel engramme, c'est-à-dire un réseau de neurones spécifiques qui s'activent pour effectuer ce geste physique ou mental. Laborieusement, dans un premier temps, puis de plus en plus vite et de mieux en mieux, au fur et à mesure que nous réactivons cette action. La loi, énoncée par Donald Hebb en 1949, la loi de Hebb, ou théorie des assemblées de neurones, revient à dire que chaque fois que nous stimulons un circuit neuronal, les neurones qui composent ce circuit se connectent plus rapidement, plus efficacement et plus fortement. Toutes les expériences modifient donc notre cerveau en créant de nouveaux engrammes qui s'estompent dès lors que nous cessons de les solliciter. Notre cerveau, l'objet le plus complexe qu'on connaisse à ce jour, 86 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions neuronales. Notre cerveau est donc en perpétuelle reconfiguration de la gestation à la mort, du berceau au tombeau. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale ou plasticité neuronale. Pour illustrer ce concept, Steve Masson aime recourir à la métaphore de la forêt. Lorsqu'on pénètre pour la première fois une forêt vierge, la progression est difficile. Il faut écarter les branches et tracer le chemin. On se griffe, on trébuche, on arrache, on taille. Le deuxième passage est moins ardu et de passage en passage, la traversée est facilitée, du sentier à l'autoroute en quelque sorte. Par contre, si nous cessons, pour un certain temps, d'entretenir ce tracé, la nature reprend ses droits et le chemin s'efface. Si les scientifiques découvrent sans cesse de nouvelles zones du cerveau de plus en plus fines, dédiées à des activités spécifiques, la perception visuelle, auditive, la mémorisation, l'attention, le calcul, la lecture, la plupart de nos activités sont complexes et mobilisent des réseaux de neurones dans les deux hémisphères, reliés en permanence par le corps calleux. La maturation cérébrale procède de l'arrière vers l'avant, depuis la fin de la vie intra-utérine jusqu'à l'âge d'environ 25 ans. Depuis la zone occipitale primaire des perceptions visuelles jusqu'au cortex préfrontal des fonctions de haut niveau, des fonctions exécutives, en passant par les zones pariétales et temporales qui gèrent aussi bien le calcul, le mouvement, la lecture. Le psychologue Daniel Kahneman a obtenu en 2002 un prix Nobel pour la théorie dite des heuristiques. Il y explique que nous fonctionnons en permanence sur deux systèmes complémentaires. Le système 1 de navigation en pilotage automatique pour des activités quotidiennes, routinières, maîtrisées. Il est rapide, peu exigeant en termes de concentration et le plus souvent efficace. Et puis le système 2 pour des activités nouvelles et ou complexes,
Il est réfléchi, conscient, et donc plus lent, beaucoup plus exigeant en termes d'efforts attentionnels, mais aussi plus fiable, voire même indispensable, dans des situations que nous n'avons pas encore automatisées et que nous devons aborder consciemment et logiquement. Olivier Houdet met en valeur un troisième élément essentiel pour lui, l'inhibition, c'est-à-dire la capacité à bloquer ces fameuses heuristiques, à bloquer une stratégie inadéquate pour enclencher une stratégie rationnelle dans des situations qui l'exigent. Dans son dernier ouvrage, L'intelligence humaine n'est pas un algorithme, il insiste sur le fait que l'inhibition est, pour lui, le meilleur critère de définition de l'intelligence humaine. Il irait même jusqu'à proposer de remplacer le fameux QI, le quotient intellectuel, par le CI, le contrôle inhibiteur. Le système 1 repose donc sur des intuitions, sur une expertise due à un entraînement spécifique, sur la construction par la répétition d'un schéma cohérent activé en mémoire associative. Il procure donc une sensation d'aisance cognitive et donc de confort émotionnel. Mais il convient peut-être tout de même parfois de se méfier de ce système 1, qui peut donner une illusion de vérité, réduire notre vigilance au biais cognitif, écarter le doute, négliger la nuance ou l'ambiguïté, surestimer des probabilités faibles et finalement nous amener à des conclusions hâtives, erronées. Mais il n'en est peut-être pas de même dans le cadre de la création artistique. Ceux d'entre vous qui connaissent le travail de Michel Allais-Gaillan commencent probablement à voir où je veux en venir. Le travail préparatoire à cette chorégraphie fluide qu'est la composition vivante, le moment où la compagnie aborde, explore une nouvelle thématique, se prête assez bien à l'analyse par cette grille de lecture. Il s'agit alors de travailler des pas, des mouvements, des postures, des déplacements, des figures, des enchaînements qui donnent vie et forme sensible à des sentiments ou des idées. Il s'agit de créer un répertoire d'éléments, de créer un lexique à partir duquel les danseurs vont pouvoir écrire leur propre partition à partir de leur présence unique, authentique. L'entraînement laisse dans le cerveau des danseurs des traces mnésiques qui se renforcent de répétition en répétition. En composition vivante, les danseurs travaillent donc d'abord en système 2. Ce système conscient, réfléchi, exigeant, lent. Puis, par l'appropriation et l'automatisation, ils vont pouvoir passer en système 1, intuitif, économique, plus poreux à l'émotion qu'à la réflexion. Alors, c'est le cerveau qui opère des choix parmi toutes les possibilités qu'il a stockées, en fonction des émotions et des sensations du moment. C'est ce qui explique, en composition vivante, les variantes que l'on observe d'une représentation à l'autre,
selon les réactions de la salle, des autres danseurs ou l'état d'esprit des interprètes. Dans la chorégraphie classique, à l'époque des monarques absolus de droit divin, le chorégraphe déplace les danseurs sur la scène comme des pions sur un échiquier, à l'instar des rois qui disposent à leur guise de leurs sujets. Dans les lettres à Isadora, Michel Lalet-Gaillan écrit que le chorégraphe est alors le représentant patenté de l'autorité royale auprès des danseurs policés. Là, c'est le système 2 du chorégraphe qui est privilégié. En effet, il analyse, il conçoit, il construit, déniant aux danseurs la moindre possibilité d'intervention. Des danseurs qui ne sont alors que des exécutants, qui automatisent sur les consignes du chorégraphe la composition qu'il a imaginée. Dans l'espace de la composition vivante, le chorégraphe laisse une large place à l'intuition des danseurs, à condition qu'ils aient participé en amont à la création en système réfléchi de la chorégraphie. On le voit, les interactions entre les deux systèmes sont très fines, puisque cette semi-improvisation en représentation, semi-improvisation qu'est la composition vivante, cette semi-improvisation est tributaire du lent travail en amont, en système réfléchi. C'est l'articulation des deux, avec l'arbitrage du troisième élément, l'inhibition, qui fonde l'originalité et signe la pertinence de cette nouvelle pratique de la danse.
Les sciences cognitives s'attaquent aujourd'hui à un sujet qui pouvait paraître jusqu'à récemment hors d'atteinte de la science. Un sujet jusqu'alors réservé aux philosophes et aux religieux, celui de la conscience. Les recherches que Stanislas Dehaene présente dans son ouvrage, Le Code de la conscience, éclairent pour moi la démarche artistique de Michel Allais-Gaillan, la composition vivante ou l'art du danseur d'un jour nouveau. Ce terme « conscience » est polysémique et recouvre au moins 3 notions. Il désigne un état de vigilance ou un accès conscient à la pensée, ou encore le sens des valeurs morales. Dans tous les cas, il s'agit de phénomènes subjectifs approchés par l'introspection et, par là même, suspects aux yeux des scientifiques purs et durs. La question que se pose Stanislas Dehaene, dans un premier temps, est comment une information accède-t-elle à notre conscience ? Pour le psychologue cognitiviste, il convient de traiter les observations subjectives comme des données brutes et d'utiliser l'imagerie médicale pour observer les liens entre ces perceptions subjectives et les phénomènes objectivement observables dans le cerveau. Il est donc à la recherche des marqueurs neurophysiologiques de la pensée, et il en a isolé 4 qui constituent ce qu'il appelle la signature de la conscience. Le premier, l'embrasement neuronal qui se déploie dans le cortex préfrontal et les 2 hémisphères, ce que Donald Hebb appelait assemblée réverbérante. Le deuxième, une onde positive appelée P3 ou P300 qui démarre vers la 300e milliseconde, une augmentation massive de voltage mesurable à la surface de la tête, puis une explosion tardive et soudaine d'ondes de haute fréquence, une bouffée d'oscillation, et enfin une synchronisation des signaux que s'échangent les aires corticales les plus éloignées les unes des autres, la synchronie d'une vaste assemblée de neurones. La grande majorité des faisceaux de connexion à longue distance sont bidirectionnels, un gigantesque enchevêtrement de relations réciproques. Comme le dit Stanislas Dehaene, si les neurones crient à l'unisson, leur voix se propage plus loin. Si les neurones crient à l'unisson, leur voix se propage plus loin. Ces 4 marqueurs ont été mis à jour par la méthode dite contrastive. Des images ou des sons subliminaux alternent aléatoirement avec des images ou des sons perceptibles pour distinguer précisément ce qui relève de la perception consciente et ainsi mettre en évidence ces marqueurs qui n'apparaissent dans le cerveau systématiquement que lors des opérations conscientes. L'accès à la conscience prend environ 1/3 de seconde et fonctionne en tout ou rien, basculant de la position off à la position on à partir d'un certain seuil d'embrasement cérébral, sans qu'il y ait de continuum entre les deux. C'est ce qui a permis à l'équipe de Stanislas Dehaene et à d'autres équipes dans le monde d'isoler ces 4 marqueurs caractéristiques
reproductible, commun à tous les êtres humains et même à certaines espèces animales. C'est l'hypothèse de l'espace de travail neuronal global, qui suppose que la conscience n'est rien d'autre que la diffusion de l'information à l'échelle de tout le cerveau. L'accès à la conscience permet de sélectionner, de nommer, d'amplifier, de mémoriser et de diffuser notre pensée, qui, dès lors qu'elle est consciente, est verbalisable, communicable, disponible, évaluable, malléable et mobilisable dans tous nos schèmes d'action, contrairement aux activations non conscientes. Les chercheurs ont en effet découvert que bon nombre d'opérations mentales se déroulent hors du champ de notre conscience. Et c'est particulièrement impressionnant dans le cas de la perception visuelle. Nous ne voyons pas le monde tel que notre rétine le perçoit. Notre vision exige en permanence de multiples calculs puissants et inconscients pour compenser les mouvements oculaires, la tache aveugle à l'endroit où le nerf optique quitte la rétine, l'élargissement de la fovea, des calculs qui permettent d'interpréter les perceptions en fonction de nos expériences antérieures et de nos représentations. Stanislas Dehaene écrit « En bon statisticien, le cerveau calcule inconsciemment l'interprétation la plus probable
compatible avec toutes les entrées. Notre conscience ne nous donne jamais accès à une sensation brute, mais seulement à une reconstruction experte du monde extérieur. À notre insu, notre cerveau agit comme un détective qui recueille tous les indices, évalue leur solidité et les interprète en une histoire cohérente. Mais cette enquête se mène en catimini. L'activité de notre cerveau ne cesse jamais, même lorsque nous dormons ou lorsque nous ne faisons rien, lorsque l'esprit vagabonde librement, ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, le flux de la conscience que nous ne contrôlons pas. On sait aujourd'hui que ces temps de repos actif jouent un rôle important dans le développement des capacités à analyser les expériences du passé pour aller plus efficacement vers les expériences à venir. Également pour développer l'introspection et l'empathie. Ce réseau spécifique interviendrait dans l'élaboration de scénarios visant à anticiper et planifier le futur. Le chercheur souligne: dans l'ignorance de processus non conscients, nous ne cessons de surestimer notre pouvoir de décision consciente, alors qu'en vérité, notre degré de contrôle est sévèrement limité. En fait, il apparaît que pratiquement toutes nos aires cérébrales peuvent traiter des informations de façon non consciente. Par exemple, des expérimentations ont montré que le cerveau est capable de traiter non consciemment des sons, la lecture, la reconnaissance des visages, l'attention, la compréhension, des émotions comme la peur, les mouvements, les calculs, l'évaluation, la prédiction de l'erreur et même l'inhibition. Nous ne pouvons pas traiter consciemment plus d'un élément à la fois. Mais par contre, notre cerveau peut traiter plusieurs éléments en parallèle non consciemment. Par exemple, des mots subliminaux sont traités sémantiquement. Leur sens et leur pouvoir émotionnel sont perçus. On parle de vision aveugle. Des chiffres invisibles nous donnent néanmoins une sensation de quantité, un symbole que nous ne sommes pas conscients d'avoir perçu et tout de même compris, puisqu'il a un impact sur notre comportement. Stanislas Dehaene constate: nous sous-estimons considérablement à quel point les opérations de la vision, du langage ou de l'attention se déroulent hors de portée de notre introspection. Les circuits sensoriels et moteurs sont les plus susceptibles de s'activer sans engendrer de sensations conscientes. Alors qu'au contraire, les fonctions de haut niveau du cortex préfrontal requièrent généralement un engagement actif, volontaire et conscient. On note, avec étonnement, que les processus non conscients sont particulièrement efficaces pour traiter de nombreuses informations simultanément, c'est-à-dire le complexe. Le jugement non conscient, massivement parallèle, peut s'avérer plus efficace que la pensée consciente, lente et sérielle, mais il va rarement jusqu'au bout du traitement de l'information sans émerger à la conscience.
La pensée non consciente a ses limites. Elle n'est pas verbalisable, communicable, mémorisable, évaluable. Alors que la conscience est la réalité virtuelle où se confrontent dans un format commun nos représentations mentales et celles des autres. Et c'est ce qui nous ramène à la composition vivante. Les puissants rouages de l'inconscient créatif ne se mettent en branle qu'à la suite d'un examen prolongé et éminemment conscient de la thématique abordée. De même que seul l'esprit conscient peut valider et ajuster l'illumination intuitive a posteriori. Le travail préparatoire à la chorégraphie est bien une recherche consciente, verbalisée, objet d'échange entre les danseurs et le chorégraphe. Et cette recherche va susciter, à terme, la création subconsciente, non rationnelle de l'artiste au moment de la représentation. Mais ensuite, un retour au conscient, à ce qu'on appelle la métacognition, le retour sur le processus de création, va permettre d'affiner la production spontanée et d'avancer encore dans l'exploration des possibles. Ainsi, cette forme de création naît du dialogue et de la synergie entre le conscient et le non-conscient, des danseurs et du chorégraphe, qui optimisent les richesses de ces deux formes de pensée qui se fécondent mutuellement. Ces recherches sont passionnantes et nous ne sommes qu'au début de la compréhension des mécanismes de ce que l'on a si longtemps appelé la boîte noire. Nous commençons tout juste à soulever le voile. Stanislas Dehaene écrit « Nous ignorons toujours comment ces événements biologiques, si complexes soient-ils, engendrent une pensée. Un gouffre conceptuel sépare toujours les états du cerveau de ceux de l'esprit. La corrélation du neural et du mental semble désormais établie, mais il manque toujours le cadre théorique qui démontrerait comment l'activité du cerveau produit des états mentaux. C'est pourquoi ceux qui craignent que ces éclairages scientifiques dissipent la poésie, le mystère, la magie qui entoure la création artistique s'alarment bien à tort. L'exploration de la Lune n'a pas tué l'ami Pierrot. Les photographies de l'enfant à naître n'ont pas rompu le charme du miracle de la vie. L'émerveillement, pour être moins naïf, n'en est pas moins grand.